Pomerleau, bien plus qu'un humoriste. C'est fucked up, c'est fucked up. Gazibou! Attends, t'habites pas dans le magasin, alors pourquoi tu le paierais? Dans tes rires qui défoncent plus qu'un égo. Pierre-Luc Pomerleau, le meilleur humoriste que vous ne connaissez pas encore. Les canettes, là. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Très à sa place, très structuré, bon élève. J'étais bon à l'école. Puis, je respectais les consignes. L'Halloween approche, si t'as toujours pas de costume pour ta fille, ben sur Marketplace, c'est pas le choix qui manque, hein? Regarde ça, toi. Costume sourcillé. Hein? C'est pour chercher de l'eau. Ça vient avec la baguette, puis un petit chapeau en prime. En plus, ça fit avec l'été de sécheresse qu'on a eu, là. Bon, là, c'est sûr, quand elle va sonner aux portes, les gens vont faire « Oh! La belle petite sorcière! » Mais c'est vraiment sourcillé. C'est écrit. Ça fait que va falloir qu'elle l'explique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être humoriste? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être humoriste? En regardant les autres humoristes à la télévision. Entre autres, Stéphane Rousseau, quand j'avais 7 ans. J'ai vu son spectacle, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec le métier. Puis après ça, mes idoles de l'époque, là, allez, dans le temps, là, c'était François Morancy, Anthony Cavana, tous des messieurs que tu connais pas. Très beau fragment de porcelaine centenaire pour bricoleur. Ben Sandrine, j'espère que tu travailles en marketing parce que t'es spectaculaire vendre des vidanges. Là, c'était comme moi, tu dis, voyons, il y a pas personne qui va acheter ça. Il y a toujours quelqu'un pour acheter ça. Comme elle ici, là. Je comprends l'importance du recyclage, mais toujours bien des estis limites, là. D'après moi, ton chum, là, il doit pas rester longtemps avec des boxeux troués, hein. T'as pas été trop long que tu me transformes ça en rideau de raie. Qui va mettre ça? C'est laid comme un chien en plâtre. Et là, je vais préciser que c'est un chien en plâtre et non un chien dans le plâtre. Ça serait épouvantable. Parlez-vous de votre expérience à l'École nationale de l'humour? Mon expérience à l'École nationale, c'était une très belle expérience. C'était très formateur, en fait, parce que ça m'a permis d'apprendre mon métier, d'apprendre à écrire des blagues, à structurer des textes, à jouer les textes. Puis j'ai rencontré plein d'autres humoristes avec qui je continue à travailler aujourd'hui, puis je fais des spectacles un peu partout. Dernièrement, je te donne une rencontre de parents pour la garderie, là. Puis je l'ai vécu. Ça fait pas si longtemps. Si c'était pas du papa de Lucas, là, on sortait de là après 20 minutes. C'est fou parce qu'on est tolérant, hein? On dit jamais rien, on est là, puis on attend. Au Moyen-Âge, là, il n'aurait pas toléré ça au Moyen-Âge. Hey, il tuait le monde juste parce qu'il était gaucher. Fait qu'on s'entend-tu qu'être chevalier, là? Le papa de Lucas sortait pied devant avec 2 flèches dans le nuque, c'est sûr. Moi, je m'appelle Patrice, là. Je suis le papa là, de Lucas. Hein? Lucas, là, c'est mon fils, là. Pour qui, là, j'aspire à de grandes choses, hein, mais pour des raisons, là, que j'ignore, il fait de l'anxiété, là, de performance. Alors, c'est ça, là. Moi, ma question, en fait, là, est en 2 temps, là. Parlez-nous de votre expérience de la première partie de François Bellefeuille. La première partie de François Bellefeuille, je l'ai faite dans son premier spectacle. On a fait 420 représentations, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai même suivi sur le 2e one-man show, à peu près 200 dates. Donc, c'est un 6 ans, presque 7 ans de tournée avec François, où j'ai pu jouer à travers le Québec dans les grandes salles. Puis ça m'a permis de parfaire mon art, si on veut, là, de mieux jouer, de parfaire mes numéros. Puis ça m'a permis d'écrire mon premier one-man show. Parce que chaque présentation, je testais des nouvelles blagues. Puis j'ai pu améliorer mes numéros en première partie de François. Après ça, j'ai cumulé le matériel. Puis j'ai été capable de faire mon one-man show que j'ai fait de 2017 à 2019 environ. Et si on t'invite dans un party costumé puis ça te tente pas vraiment? Tu cherches de quoi d'un peu plus effacé, là. Ben, pas effacé de même, là. Ça, c'est barbouillé, pauvre Monique. Non, un costume où les gens t'évitent puis font juste te contourner, là. Tête de con. Hein? En plus, t'as la chute. C'est pas loin. D'ailleurs, parlant de la chute, j'y serai avec mon spectacle le 30 octobre prochain à la salle Desjardins d'Argenteuil. Ça, c'est beau. C'est que pour acheter des billets, Google, style, tu sais, déjà, moi, je fais le show, là.
peut pas tout faire à ta place. Est-ce que vous avez une personne en particulier qui vous a beaucoup inspiré? Dans le milieu de l'humour, au départ, c'était beaucoup François Morancy, que j'appréciais beaucoup comme humoriste, puis encore aujourd'hui. Après ça, dans les humoristes, mettons, québécois, là, il y a Martin Petit, que encore aujourd'hui, je suis souvent jaloux de ce qu'il écrit. Puis quand je vois ses textes, là, je fais « Ah! J'aurais aimé savoir cette idée-là. » Il y a quelque chose de mystérieux à faire de l'humour. Tu ne sais pas combien de mots ça prend. Comment faites-vous pour trouver vos blagues? C'est beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps au café, à acheter des cafés latte trop chers et à essayer d'écrire puis de creuser à travers ce que je vis. Je m'inspire beaucoup de ce que je vis. Donc, c'est sûr, plus je vis d'affaires, plus ça me donne d'idées. Puis après ça, je pars de ce que j'ai vécu, puis là, j'essaie d'écrire des blagues. L'écrire les blagues, c'est pas ça qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver la bonne idée puis le bon angle. Comment en parler pour que ce soit original puis différent des autres. Après ça, écrire les blagues, bien sûr, c'est le bout de le fun puis un peu plus facile. 2012, BMW X3. Bon gag. Bravo. Mais écris-moi pas couleur extérieure rose, couleur intérieure marron clair. Laura, voyons. T'as le droit d'en faire des gags, mais dis-moi qu'elle est accidentée rien que Saint-Bord, que tu l'as réparée avec du tape électrique puis de la poussière de druide, qu'elle est pas dure à manquer, mais qu'elle est dure à voler, que tout est gratigné à gauche, mais t'apportes tout le temps du même bord, fait que ça paraît pas, que tu la répares toi-même parce que quand tu l'amènes chez le concessionnaire, ils te prennent pour une hostie de conne. Mais fais-moi pas un gag de couleur, tu le dis dans la description que c'est un genre invisible. Ah non, mais vous pouvez en faire des blagues sur Marketplace, moi ça me dérange pas, là. Mais appliquez-vous, Chris. Quelle est votre blague ou numéro qui fait rire le plus de gens? Dans le spectacle actuel, le numéro qui fait rire le plus de gens, c'est le numéro avec l'écran qu'on voit derrière nous. Je projette des images sur l'écran, puis je commente ces images-là, puis c'est ça qui fait... c'est le meilleur numéro du spectacle. Si toi aussi tu cherches un costume pour passer l'Halloween avec tes enfants, Mathieu de l'île aux chats, un costume de tas de marde. Oh non, E.T., mon erreur. Hey, j'étais pour dire l'île aux chats. Faut pas juste l'enterrer dans le sable, hein? Faut qu'il se déguise en plus avec. Comment on fait pour imiter des gens et qui aimez-vous le plus imiter? C'est une bonne question. Comment on fait pour imiter des gens? Ça, j'ai bien de la misère à l'expliquer. Là, moi, je dis que c'est comme un don que j'ai, mais dans le sens que il n'y a pas de cours pour faire ça. C'est de l'essai-erreur, c'est de l'écoute. Il faut avoir une bonne oreille. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de chanteurs qui sont capables de le faire parce qu'ils ont l'oreille musicale. Je pense que j'ai l'oreille musicale, quoique je ne suis pas un musicien, là, mais reproduire des voix, je sais faire ça depuis que je suis tout petit, depuis que je suis au secondaire. J'imitais mes professeurs à l'époque, à leur grand désespoir. Puis j'imitais aussi des amis là, qui avaient des voix particulières. Puis après ça, l'oreille s'est faite, puis à force d'écouter la voix puis de la répéter, on trouve des similitudes. Puis c'est en pratiquant ces similitudes-là, puis en allant cherchant les bons mots. Souvent, les gens vont répéter les mêmes mots. Ils vont avoir des accents toniques différents, dépendamment des mots. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher. Puis c'est là qu'on reproduit vraiment plus fidèlement possible l'imitation. Pour ça, les gens qui nous écoutent la faire, ils ont l'impression qu'on parle pareil, mais c'est juste qu'on a repris les bons mots de la personne pour être capable de les faire. Puis de la personne que j'aime le plus imiter... C'est dur à dire. J'en ai que j'aime imiter parce que c'est facile. Il y en a des imitations qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui sont plus surprenantes que d'autres. Donc, par exemple, quand j'imite François Bellefeuille, c'est plus facile pour moi parce que je l'ai entendu souvent, puis je peux pas mal dire n'importe quoi avec la voix de François. Mais j'aime faire, par exemple, dans le spectacle actuel, je fais un personnage d'un film culte, Back to the Future, Le Retour vers le futur. Dans le film, il y a le Doc Brown, qui est un savant fou, le scientifique fou, puis je l'imite dans le spectacle. Puis cette imitation-là, les gens ne le voient pas venir, puis j'aime beaucoup la faire à cause de ça. J'étais avec Alexandre Barrette et Jérémy Demé d'une loge. On jase tranquille. Et à un moment donné, Jérémy quitte la pièce. Fait que je regarde Alex puis je dis « Attends, t'habites pas dans le magasin? Alors pourquoi tu le paierais? Ici, on livre en 1 semaine. T'imagines? 1 semaine! Ça, c'est le temps que j'ai fait à Big Brother. C'est encore plus de fun à faire quand tu sais qu'il est là. Quel est le meilleur moment de la journée pour créer vos blagues? Le matin.
Moi, ouais, j'ai ma petite routine du matin avec mes enfants. Puis là, une fois que tout le monde est à l'école, là, je m'installe soit dans mon bureau ou au café, ce qui est mon autre bureau. Puis je vais écrire là. Sinon, l'après-midi aussi, ça peut être bon, mais je suis pas un gars de soir. J'ai de la difficulté à écrire le soir. Le soir, j'ai ma journée dans le corps, fait qu'on dirait que la créativité est moins là. Ça m'arrive des fois quand j'ai un flash, mais c'est plus facile de répéter le soir que de créer le soir, dans mon cas. Mais ouais, je te dirais le matin, c'est la meilleure place pour moi. Expliquez-nous votre pièce dans la maison hantée et ce que vous essayez de représenter. OK. Ben dans le fond, nous, on essaye de représenter comme une scène de crime. Mais là, c'est pas tant beau parce que on n'a pas fini puis c'est genre tout en bordel, mais... Comme here. Ici, c'était censé genre mettre plein de parties du corps. OK? Où qu'il y a la table noire. Là, c'est censé où qu'il y a genre Manu. Où qu'il y a Manu là, qui est censé être couché, puis genre, elle fait croire qu'elle est assassinée, OK? Là, c'est du monde enchaîné. Genre moi. Genre, il y a Eve, puis il y a la caméraman. Puis c'est ça, ils sont enchaînés avec ça. Puis ils ont du tape ses mains, comme ça. Puis sa bouche. Ouais, puis sa bouche. Expliquez-nous votre scène. Ben en fait, on est dans une grotte. Rosalie, elle, est supposée ramener une tête, puis là, elle le fait pas. Fait que là, ça va mal se passer, puis... Fait qu'ici, c'est les morts, genre. Il y a plein de personnes. Ça, c'est ceux qu'on a tués. Ici, c'est comme mon trône un peu, là. Expliquez-nous votre scène, Virginie. Alors, ma scène, c'est de faire peur aux gens sur le mur. Ils passent et je fais peur. Explique-nous ta scène et ce que tu essaies de représenter. Alors moi, je suis assis par terre. Et là, Mia, elle me regarde un petit peu comme dégoûtée parce que moi, je suis enchaînée par terre. À cause que je suis une méchante créature, alors c'est pour ça. C'est ça pas mal notre affaire. Et quand les gens ils vont sortir, Aude, elle va être toute habillée en noir et elle va leur faire sursauter. En quoi consiste votre scène? Moi, en tant que costume, je me déguise en docteur de la peste. Et toi, Rose? Je me déguise en Pierrot. Ouais. Moi, je suis un docteur de la peste qui vient de disséquer une personne. Je vais amener mon cœur qui est direct ici. Un cœur que je vais mettre dans le frigidaire infesté d'organes. Et elle va crier « Attention » pour comme dire « Attention à moi, je pourrais vous dissecter. » Mais moi, je vais kicker dans sa cage pour dire « Tais-toi, sale monstre ». Et ils vont passer et ils vont pouvoir voir tous les organes. Ouais, on a un beau frigo d'organes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre pièce? Oui. OK. Donc là, en premier, Juliette est couchée dessus la genre de table qu'on a faite. C'est une poupée séparée en deux, moitié gentille, moitié méchante. Moi, je suis un docteur zombie. C'est genre, je l'ai construit. Puis là, directement quand je déplace ma main, elle se lève debout, genre, elle se lève. Elle regarde. Moi, je me tourne, puis genre, j'essaie de les attraper comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre scène? Moi, je suis un lapin fou. Anna, c'est un personnage. En fait, moi, je suis Toga Himiko. C'est comme un caractère d'un animé. Et elle est comme un peu folle. Et elle aime beaucoup le sang. Et ouais, en fait, je suis genre méchant avec Coco et mes animaux de compagnie. Comme tu vois, il y a un rat là. C'était mon animal de compagnie. Mais maintenant, il est mort à cause qu'il était fatigant. Et j'ai aussi un serpent. Madame, vous êtes où? Madame, vous êtes... Oh, punaise! Bonjour. C'est quoi que vous faites? Je suis morte sur une table. Au revoir. Ça fait quoi d'être prof des élèves qui font la maison hantée? À chaque année, je trouve ça vraiment le fun de voir là, à quel point les élèves sont capables d'être créatifs. Puis c'est tout le temps à peu près les mêmes décorations qu'on utilise, c'est tout le temps les mêmes choses, mais c'est jamais pareil. À chaque année,
les élèves, ils vont inventer des choses nouvelles. Puis je trouve ça vraiment beau à voir.
la capsule Méli-Mélo Rigolo. Je suis en compagnie des élèves de l'Envol du Colibri de 5e année. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Lévi, Elliot, Rose, Anna. et ils vont vous présenter une nouveauté chez Méli-Mélo Rigolo qui s'intitule Bim Bam Boule. Lévi, peux-tu nous présenter le jeu, s'il te plaît, le matériel de jeu en fait? Il y a des boules ici, il y a des pinces, puis il y a des cartes avec des couleurs. Super! Elliot, peux-tu faire la mise en place du jeu? À l'intérieur, il y a les pinces qui sont penchées ici, tu les enlèves, puis tu enlèves les cartes. Après, tu mets le couvercle, mais pas le couvercle, mais genre la base, dessus, à l'intérieur des boules, tu comprends bien, puis après, tu le déclipes, puis tu enlèves le pot de plastique en bulletin. Donc là, les pompons viennent tous tenir en équilibre. Parfait. Alors, Rose, qu'est-ce qu'on fait en fait avec les fameuses cartes de couleurs qui sont ici? Quand c'est notre tour, parce que là, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand c'est rendu notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, j'ai une carte bleue. Oui. Faut que je prenne une boule bleue. Est-ce que tu es obligé de prendre les pinces? Non. Qu'est-ce que tu peux prendre? Avec tes doigts. Parfait. Alors, c'est toujours un choix que tu peux avoir. Tu n'es pas obligé de les mettre sur le top, mais il faut qu'ils soient plus haut de ce qui était déjà avant. Parfait. Donc, je pourrais décider de le mettre sur le côté ou au sommet, en autant que ce soit plus haut que sa place initiale. Génial. Anna, peux-tu nous expliquer ce qui arrive si on ne réussit pas à mettre le pompon et qu'on en fait tomber d'autres? Ouais. En fait, si on prend le jaune, on va faire ça et je fais tomber ça. Ouh, oui. Fait que là, j'ai 4. Fait que je dois prendre 4 cartes. Non, 3. 3 cartes. On y va pour un maximum de 3. Parfait, vous avez raison. Et là, ben, en fait, c'est mon premier était bleu. Et d'abord, on tourne le bleu, on tourne le jaune, on tourne le jaune. Et là, en fait, pour le prochain tour qu'on fait, il faut faire tout ça. Fait en fait, ici, tu fais l'éléphant et il faut couvrir un œil. Comme ça. Et tu dois faire tous les défis en même temps. D'accord. Donc, vous pouvez commencer une petite partie, on va vous regarder. Et quand c'est fait, vous pouvez ranger les cartes dans le petit socle. Super. La partie s'arrête évidemment si la pile de pompons s'écroule tout au complet. Ou s'il y a 10 pompons qui tombent, on considère que c'est la pile de pompons qui est tombée. Si c'est juste le pompon qui tombe, on peut le remettre. Alors, ça travaille la délicatesse, la précision. Et si on réussit à faire toutes les cartes, eh bien là, tout le monde gagne. La partie, c'est quand même un beau défi que tout le monde réussisse parce que parfois, juste en tournant le socle, des fois, on peut accrocher et faire tomber les pompons. Vous êtes pas mal bon. Aimez-vous ce jeu? Oui. C'est un petit jeu qui est quand même simple, mais qui est rigolo à la fois. Donc, comme on vous disait, vous pouvez vous le procurer chez Méli-Mélo Rigolo. Je vous laisse continuer votre partie. Merci beaucoup. Bye!